Mesdames, Messieurs, membres du jury, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le procureur de la République. Nous avons assisté ces dernières années à la banalisation d'un système qui était alors plutôt méconnu du grand public, mais qui a été depuis largement mis sous les feux des projecteurs médiatiques, analysé et grandement critiqué. L'état d'urgence, mettons de côté pour l'instant la question de savoir si son application était pertinente ou non, a contribué à l'environnement politique et social de ces dernières années. De par les raisons de son application, celui de réagir à une menace terroriste, mais aussi en raison de sa longueur. La France a été en état d'urgence de novembre 2015 à novembre 2017, soit 2 années. Les dérogations qu'apporte l'état d'urgence au droit commun sont également très intéressantes. Les services de l'État assument que cette mesure exceptionnelle permet, je cite, de restreindre les libertés publiques ou individuelles. Les actes qui reviennent à restreindre ces libertés ne peuvent pas passer inaperçus dans un état de droit, et a fortiori dans celui de la DDHC, conférant aux libertés individuelles une certaine sacralité républicaine. Bref, personne ne pouvait être de marbre face à l'état d'urgence, et les conséquences de celui-ci ont été très vite décriées par plusieurs entités, par de nombreux médias comme Mediapart ou Libération, par des associations spécialisées dans la défense des libertés individuelles, telles Amnesty International ou la Ligue des droits de l'homme, mais également par des autorités administratives indépendantes, chargées d'informer le gouvernement sur l'état de la préservation de ces libertés, comme le Défenseur des droits ou la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors voilà, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais m'arrêter là et faire une longue liste de restrictions aux libertés fondamentales, en m'aidant des avis donnés par ces organisations, et m'en servir pour critiquer aisément l'état d'urgence. Ce serait une liste très longue et factuelle, difficile à contredire. Regardez ces exemples avérés. L'État met en danger certaines de nos libertés. Je pense, toutefois, qu'une telle manière d'aborder le sujet de l'état d'urgence serait insuffisante, et même manquerait de pertinence. Elle manquerait de pertinence par sa nature même. Évidemment que toutes les analyses factuelles de l'état d'urgence remarqueraient une restriction des libertés. C'est l'essence même de l'état d'urgence que de prévoir une telle restriction non prévue par le droit commun. Évidemment que l'état d'urgence est un système critiqué par des entités chargées de défendre la préservation de ces libertés, puisque les moyens d'action du premier, la restriction des libertés, sont logiquement opposés à l'objectif des autres, la protection des dites libertés. C'est pour cette raison très simple que défendre un argumentaire qui se contenterait simplement de remarquer les atteintes serait intellectuellement insuffisant. Ce qu'il faut plutôt, pour connaître la pertinence de l'état d'urgence, est comparer empiriquement ces atteintes avec les objectifs qu'il poursuit et avec les résultats qu'il a obtenus lors de son application. Mais je ne pourrai pas vous parler ici de toutes les caractéristiques de l'état d'urgence, car je suis limité par un sujet qui me borne à parler des restrictions à la liberté d'expression. J'aimerais bien vous parler plus en profondeur des restrictions supposées à d'autres libertés, mais je ne peux pas le faire ici. Alors je ne vais pas tourner autour du pot et je vais vous donner directement les thèses de ma plaidoirie. Par nature, c'est-à-dire en s'attachant à sa lettre même, l'état d'urgence n'est pas destiné à restreindre de manière illégitime la liberté d'expression. En revanche, j'estime qu'il ne faut à aucun moment oublier que le responsable de certaines violations illégitimes à la liberté d'expression est l'administration sous le gouvernement précédent, qui utilisait de manière dévoyée cet état d'urgence qui n'est tout au plus qu'un outil. Je tiens tout d'abord à préciser que je me concentrerai surtout sur les récentes applications de l'état d'urgence, donc celles postérieures à 2015, afin de garder une certaine exigence d'actualité. Une étude historique de l'état d'urgence, en prenant par exemple comme objet d'étude la guerre d'Algérie, serait immensément intéressante, bien sûr, elle n'est pas le sujet, mais en raison du temps qui m'est imparti, elle occulterait une analyse plus poussée des conséquences les plus actuelles de l'état d'urgence. Mais tout d'abord, dissolvons toute ambiguïté terminologique quant à la liberté dont il est question. Plusieurs textes définissent la liberté d'expression. Alors prenons celui que j'estime être le plus légitime à protéger les libertés fondamentales
et auquel l'État français doit se conformer. L'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales nous dit, je cite, « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique. » Alors soyons pragmatiques et regardons une par une les modifications au droit positif susceptibles d'être remarquées en situation d'état d'urgence. Ces mesures, vous pourrez aller les vérifier, sont prévues par la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. L'état d'urgence autorise le préfet ou le ministre de l'Intérieur de pouvoir premièrement limiter ou interdire la circulation dans certains lieux et interdire de séjour certaines personnes, ainsi que prononcer des assignations à résidence. Ces mesures prévoient des atteintes à la liberté d'aller et venir, ou encore des atteintes au droit à la liberté, mais ne prévoient aucunement des atteintes à la liberté d'expression. Le préfet ou le ministre de l'Intérieur peuvent encore réquisitionner des personnes ou moyens privés ou autoriser des perquisitions administratives, comme je l'ai dit précédemment. Ces mesures prévoient une atteinte au droit de propriété et au droit à la vie privée, mais ne prévoient pas une atteinte à la liberté d'expression. Certes, à la limite, la possibilité offerte au ministre de l'Intérieur de bloquer certains sites internet est une atteinte effective à la liberté d'expression. Mais la loi est très stricte à ce sujet. Ces sites doivent faire l'apologie du terrorisme ou inciter à des actes terroristes. Oui, la liberté d'expression des administrateurs de ces sites fermés a été diminuée, car ils sont désormais dans l'impossibilité de communiquer leurs idées. Mais tant mieux, si des sites sont fermés dans le cadre de l'état d'urgence, c'est parce qu'ils facilitaient la propagation du radicalisme islamiste. Dans ce cas, je me poserai de sérieuses questions quant à la santé mentale de la première personne me disant préférer l'absoluité de la liberté d'expression à la censure d'un discours incitant à commettre des attentats. Censure nécessaire à la sauvegarde du groupe et à la sécurité publique. L'administration peut de plus interdire certaines réunions publiques ou fermer provisoirement certains lieux publics, mais aussi des lieux de culte. Ces mesures sont un peu plus sensibles, car elles prévoient des atteintes à la liberté de réunion et d'association et des atteintes à la liberté religieuse. Il semblerait aussi, bien sûr, que ces mesures mettent en péril la liberté d'expression, c'est vrai, mais la loi subordonne ces mesures à l'existence d'un risque grave que l'ordre public soit troublé, en cas d'attentat, par exemple. Concernant les lieux de culte, la loi prévoit qu'ils peuvent être fermés si, en son sein, je cite, sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence, ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Alors, pour les raisons précitées, je ne pense pas que ces atteintes, en théorie et si la loi est respectée par l'administration, puissent être disproportionnées. Pour contredire mes arguments, certains pourront me dire que mon étude du texte de la loi est certes bien belle, mais qu'elle est surtout incomplète, car elle ne s'intéresse pas à son application concrète. Ces personnes auront raison, et c'est pour cela que je vais tâcher à faire ainsi à présent. Mettons de côté certaines mesures de police dans le cadre de l'état d'urgence, lorsque celles-ci sont destinées à la lutte contre le terrorisme. Supposons que celles-ci sont légitimes. Mais concentrons-nous plutôt sur les cas qui ont fait polémique ces dernières années. Je pourrais vous parler de nombreux cas d'abus pouvant sembler illégitimes. Il en existe des centaines. Mais, puisque nous nous concentrons ici à la liberté d'expression, il faut mentionner les différentes mesures prises contre des militants politiques, des militants écologistes surtout, qui ont fait grandement polémique ces dernières années. À l'approche de la COP21, en 2015, de nombreuses manifestations opposées à la tenue de cette conférence ont été interdites sur tout le territoire français. Parallèlement, plusieurs militants écologistes ont été assignés à résidence. Je pense qu'il faut dissocier ces deux choses, car elles n'ont pas la même légitimité. Oui, de nombreux militants pacifistes n'ont pas pu manifester en raison de cette interdiction.
Mais les militants qui ont été assignés à résidence, au contraire, ne sont pas de simples militants hippies inoffensifs. Comprenez bien que les assignations à résidence sont bien plus contrôlées que l'interdiction des manifestations, et donc bien plus susceptibles d'être déclarés illégaux par les juridictions administratives. Mettre sur le même plan les interdictions de manifester et l'assignation à résidence de certains manifestants serait une démarche fausse, ces individus étant manifestement désireux de commettre des troubles à l'ordre public. Je vous renvoie à ce sujet aux décisions du Conseil d'État du 11 décembre 2015 annulant 6 référés liberté au motif que les individus assignés à résidence avaient, je cite un de ces arrêts, pris une part active dans la préparation d'actions de contestation visant à s'opposer à la tenue et au bon déroulement de la COP21, comportant notamment des actions violentes dirigées contre des sites relevant de l'État ou des personnes morales qui apportent soutien à cette conférence. Alors oui, les libertés de ces militants violents ont été restreintes, mais ces individus avaient indiscutablement la volonté de troubler l'ordre public. De surcroît, lors d'une conférence réunissant de nombreux dignitaires étrangers. Et donc ces restrictions n'ont jamais été disproportionnées. En revanche, et que nous soyons clairs là-dessus, certaines interdictions de manifester sont inexcusables, car elles n'ont pas eu pour objectif de limiter les atteintes à l'ordre public, mais seulement à taire l'expression d'idées politiques alternatives ou contestatrices, comme les manifestations dans le cadre de la COP21 ou celles opposées à la loi travail. Mais comprenez bien que jamais l'état d'urgence n'a été institué pour l'interdiction de ces manifestations. L'état d'urgence a été institué pour et seulement pour lutter contre les violences à caractère terroriste. L'état d'urgence a donc été utilisé d'une manière détournée, qui ne peut pas, certes, être entaché d'illégalité, mais qui est surtout le signe d'une malhonnêteté de la part du gouvernement précédent. L'état d'urgence n'est responsable de ces atteintes à la liberté d'expression seulement en ce que son texte ne lui permet pas d'être protégé contre une application détournée par l'administration. L'administration est la seule responsable, et je trouve que critiquer l'état d'urgence, pour cela, dessert la lutte contre la malhonnêteté politique. Il faut nommer directement les responsables, d'autant plus qu'ils s'assument. Lisez le livre « Un président ne devrait pas dire ça », dans lequel le président Hollande se confesse à des journalistes. François Hollande avoue avoir sciemment utilisé l'état d'urgence pour contrôler des militants écologistes.